bien vérifier qu'on n'a pas oublié de déclarer des avantages et des réductions d'impôts auxquels on a droit. Si par exemple on a un Pinel, ne pas oublier de reporter le montant de la réduction dont on a droit parce que l'administration fiscale ne le fera pas pour vous. Pareil, si on a investi dans un plan d'épargne retraite, qui a le montant qui est pré-rempli, le montant qui est pré-rempli, c'est juste l'administration fiscale vous dit vous avez investi tant, je sais que vous avez investi tant. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez demander la déduction ou pas. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On va partir pour cet épisode avec Martin Corté. Corté, salut. Corté, c'est ça, exactement. Voilà. Corté, tu sais, ça me fait quelque chose parce que c'est l'une des villes les plus proches de chez mes parents en Corse, entre Bastia et Corté, mais ça s'écrit pas pareil. Non. Tu connais Corté ? Oui, j'y suis allé il y a 2 ans. C'est vrai ? Dans le tour de Corse avec mon père en moto. Bah t'as pas fait que le tour, puisque Corté est bien au milieu. Bien au milieu, on a traversé... Voilà, on a fait un peu le tour de Corse et puis traversé par la montagne. Voilà, donc sympa. Comme vous le présentez, on va vous faire un épisode géographique sur la Corse. Une fois n'est pas coutume pour la Martingale. Donc allez-y tous, avant que ce soit indépendant ou autonome, je sais pas. Martin, on va pas parler que de la Corse aujourd'hui. On va parler de sujets passionnants. On espère. Non mais je disais ça avec un peu de sarcasme parce que je sais. Je sais. En plus, et sur lequel tu bosses depuis 15 ans en plus, toi. Depuis 15 ans, exactement. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce que t'as eu une erreur d'orientation ? Je me pose encore la question. On va parler de déclaration d'impôts, de fisc, de niche fiscale, de plein de choses. Bon, il y a des choses plus alléchantes dans notre sujet du jour, mais oui, tu me disais parce qu'on est en plein milieu de cette campagne, comme t'appelles ça, de déclaration là quand on enregistre. Et tu me disais, c'est ta 15e campagne, donc 15e année consécutive que tu déclares toi-même, je te le souhaite, et aide des gens à déclarer leurs impôts, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je l'ai fait d'abord à titre indépendant au cours de mes études. Il y a de ça une quinzaine d'années, j'avais commencé avec les CE de PSA et de Soprasteria. Donc, t'accompagnais des comités d'entreprise ? Exactement. J'ai accompagné des comités d'entreprise qui cherchaient justement des prestataires pour remplir les déclarations de revenus de leur cadre. D'accord. Et puis après, j'ai passé le barreau, donc je suis devenu avocat. Donc je l'ai fait en tant qu'avocat pendant 6 ans. Et puis maintenant, j'ai quitté la robe pour me lancer dans l'aventure de la start-up avec Climb. Et ça va être ma 3e campagne de déclaration chez Climb. Eh bien, écoute, il y a un truc avec un avocat, c'est que généralement, souvent, il va déclarer pour toi, il est responsable. J'ai appris ça. Oui, c'est ça. On va être tiers déclarant ou mandataire. Mmh. D'ailleurs, il y a une case spéciale dans la déclaration pour ces cas-là. Effectivement, il y a certains avocats qui ont un agrément particulier avec l'administration fiscale et qui permettent de déclarer via un portail EDI, donc échange des données informatisées. Mmh. Et donc, on va confier en fait la mission à l'avocat de déclarer les revenus et de les télédéclarer pour le compte de son client. Bah, c'est comme ça que je me retrouve, moi, avec, pour la première année d'ailleurs, une avocate qui m'aide. Alors, elle aurait pas le droit de le dire, mais moi, je peux le dire à l'inverse. Caroline Aupois, qui est une auditrice à l'origine de, je crois, Génération Do It Yourself surtout. Tu la connais ? Elle m'avait contacté, puis finalement, avec ma femme, on a décidé qu'elle déclarerait nos impôts, tu vois, et en effet, du coup, elle va être en charge. Si vous cherchez quelqu'un de bien, je vous dirai après si c'était bien, mais ça a l'air bien parti plutôt. D'accord. Donc, justement, ça fait partie des questions que je voudrais te poser aujourd'hui. À partir de quand et pourquoi on a besoin de quelqu'un de tiers pour le faire ? Toi, tu bosses pour Climb, C-L-I-M-B. Exactement. Et qui s'appelait jusqu'à il y a très peu de temps Tacotax. C'est ça. Alors full disclosure d'ailleurs, mais je vous ai pas invité avant. Je suis un tout petit actionnaire de Climb Feu Tacotax. Voilà, mais c'est pas pour autant que je vais t'épargner. Et puis je suis pas client, vous êtes pas sponsor. Voilà, enfin là c'est vraiment le topo total. Tacotax, c'était un nom qui était assez clair.
En gros, un service en ligne qui t'aidait un peu dans tes impôts et ta déclaration et la recherche de tes niches peut-être. Pourquoi Climb? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça je voudrais juste savoir pourquoi tu es légitime, au-delà du fait que tu sois avocat spécialisé là-dedans, dans ce sujet de déclaration d'impôts et de niche fiscale. Ok, alors première précision, déjà, je ne suis plus avocat. Oui. Parce que comme Tu as rendu oui. Exactement. Vu que j'ai rendu la robe, j'ai démissionné du barreau. Et donc, du coup, je ne suis plus inscrit à un barreau. J'ai plus le droit de dire que je suis avocat. Question culture générale, si tu veux revenir au barreau, tu dois pas repasser le barreau? Non, j'ai juste à me présenter auprès d'un ordre, d'un barreau et demander à me réinscrire. Et là, je paye la cotisation, je démontre que je suis de bonne moralité en montrant un casier judiciaire vierge, mon diplôme et en principe, si tout se passe bien, je réintègre. Et tu reprends la robe qui est restée accrochée au porte-manteau, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, pourquoi Tacotax et pourquoi on est passé Climb? En fait, à l'origine, donc nos fondateurs Aldric Émier et Rodrigue Ménégo ont trouvé que c'était rigolo comme nom Tacotax puisqu'il y avait l'esprit rapidité puis le jeu de mots avec le jeu bien connu. Et on est passé à Climb. En fait, c'est parce qu'on a des volontés d'internationalisation de nos services. Et en fait, à l'international, Tacotax, ça parle à personne. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Climb. Et donc, l'escalade, le fait de pouvoir atteindre les sommets, c'était plus parlant. D'accord, très bien. Bon, alors, c'est clair. Et votre job reste autour de l'imposition et des niches fiscales et de la fiscalité? Alors non, c'est juste une partie de notre activité. Notre activité est plus large. En fait, à l'origine, on avait mis en place un logiciel, un simulateur qui permettait de spotter justement les différents avantages fiscaux auxquels on avait droit. D'accord. Et en fonction de la situation de chacun, on réorientait vers des professionnels. Donc en fait, on n'était que apporteur d'affaires. Donc c'est une sorte d'outils informatiques, tu te branchais plus ou moins dessus et puis en fait tout de suite ça allait dire tiens tu pourrais faire ci, ça et ça et boum tu vas payer 4000 € d'impôts en moins. Alors pas complètement, c'est-à-dire qu'on expliquait la situation et en fonction de la situation on avait un logiciel qui justement allait déterminer les avantages fiscaux auxquels on avait droit et après on réorientait nos clients vers des partenaires, des conseillers en gestion de patrimoine, des banques, des promoteurs immobiliers pour qu'ils puissent adopter des solutions qui leur correspondaient. Qui eux te rémunéraient, j'imagine. Et eux nous rémunéraient en tant qu'apporteurs d'affaires. Okay. Et cette activité, on l'a abandonnée, puisqu'en fait, on a remonté la chaîne de valeur et on a fait en sorte d'avoir des conseillers en interne qui permettaient justement de faire d'assurer cette fonction de conseil en finances personnelles. Et donc, du coup, maintenant, on accompagne nos clients nous-mêmes. Parce que dans la problématique dans le premier modèle économique qui peut être très bien au niveau technologique, qui est que tu t'es pas forcément aligné sur les intérêts de tout le monde parce que selon tu peux orienter vers des personnes qui vont te payer plus ou moins. Donc aujourd'hui peut-être un réalignement des intérêts. Alors c'est vrai que il y a toujours ce risque-là d'avoir des intérêts à aller orienter nos clients vers des prestataires qui pouvaient mieux rémunérer. On a toujours essayé de faire en sorte d'être indépendant vis-à-vis de nos prestataires, de nos partenaires, parce que déjà sur chaque produit, on propose différents partenaires qui proposent le même produit. Et donc en fait, on a toujours en tête l'intérêt du client premier, et en fonction de la situation, choisir le partenaire qui est le plus adapté à la situation, peu importe le niveau de rémunération derrière. Et aujourd'hui, vous gagnez votre argent où pour comprendre Alors aujourd'hui, on gagne notre argent exclusivement avec l'accompagnement en finances personnelles. Donc, on accompagne nos clients sur du bilan fiscal et patrimonial en leur apportant des conseils pour mieux gérer leur argent afin qu'ils puissent réaliser et financer leur projet de vie. Et en fait, on est rémunéré uniquement à l'apport d'affaires, au succès. Donc, on ne facture pas nos clients directement. Et c'est nos partenaires à qui on apporte justement ces clients avec qui on a trouvé des solutions, qui vont nous rémunérer, qui vont nous rétrocéder une partie de leur commission. D'accord, très bien. Avec une transparence, donc j'imagine, pour finir sur le sujet, avant de venir sur assez clair de A à Z, de toute façon aujourd'hui c'est légal, je crois. Parfaitement transparente. Ok. Très clair. Ma première question, que j'ai noté était pourquoi est-ce que c'est toujours aussi galère de faire sa déclaration d'impôt? Bon, en vrai, quand même, quand t'as connu le monde d'avant comme moi, comme toi aussi, puisque 15 ans t'as connu le monde d'avant, il y a pas si longtemps que ça, on le faisait quand même sur du papier. Donc c'était autrement plus galère.
Et puis, il y a là, quand même, aujourd'hui, c'est carrément le turfu, mais on a quand même de temps en temps des cases qui sont déjà remplies. Alors, surtout que si t'es salarié, ça c'est quand même fou. Moi, ça me concerne pas, mais où il y a beaucoup de gens sur une approche assez simple où finalement, c'est pas si galère que ça, c'est ça. Bah, en fait, l'administration fiscale, elle évolue, comme tout le monde. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'effectivement, pour gagner le cœur des Français, entre guillemets, et pour avoir une meilleure image, il fallait qu'elle simplifie sa façon d'être. Et pour le coup, on peut qu'être d'accord avec le fait qu'effectivement, elle a fait de gros efforts ces dernières années. Elle s'est mise au digital, donc effectivement, c'est de la déclaration qui est complètement dématérialisée. Voilà. Maintenant, cette année, ça devient obligatoire. Pour tous ceux qui ont Internet, on est obligé de déclarer des revenus via Internet, sauf quelques rares exceptions. Le fait de ne pas avoir Internet ou quand on est impatrié, qu'on revient déclarer pour la première fois en France, on est obligé de déposer une déclaration en papier. Mais sinon, voilà, dans l'immense majorité des cas, on est obligé de faire sa déclaration via Internet. Et effectivement, tu as raison, dans des situations qui sont très courantes, notamment quand on n'a que des revenus de salariés et qu'on n'a pas d'autres dépenses ouvrant droit à réduction d'impôts ou d'autres types de revenus, la déclaration, c'est qu'une formalité. C'est-à-dire que l'administration fiscale connaît déjà les montants qui ont été versés en tant que salaire, on connaît déjà le montant des prélèvements à la source qui ont été effectués, et donc calcule l'impôt directement, et on a juste, c'est ce qu'on appelle la déclaration simplifiée, et on a juste à valider les montants qui sont pré-remplis par l'administration fiscale. Sachant qu'au-delà du salaire, même dans des cas un tout petit peu compliqués, tu peux avoir, je sais pas moi, des services tiers financiers qui vont même te automatiquement déclarer à l'administration tes revenus, enfin tes plus-values ou des choses comme ça, sur de la bourse, sur l'IMO, sur des choses comme ça. Hein. Exactement, effectivement, il y a les organismes distributeurs, donc que ce soit des sociétés qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires ou leurs associés, que ce soit des banques qui versent des intérêts ou qui ont généré des plus ou moins values. Elles ont l'obligation légale d'établir ce qu'on appelle un IFU, une déclaration 2571, pour être plus technique, mais un IFU, un imprimé fiscal unique, au 15 février de l'année, qui va venir récapituler l'ensemble des distributions qui ont été effectuées au cours de l'année précédente. Et donc cet IFU est envoyé à la fois à l'administration fiscale pour le 15 février de l'année, et à la fois aux clients. Et donc c'est pré-rempli dans la déclaration de revenus. Mais alors, pourquoi il reste encore, tu vois, tu viens de dire déclaration, alors IFU, etc., etc. Je pensais CERFA, mais c'est pas forcément des CERFA, mais tu sais, dans ce truc où, dans l'interface des impôts.gouv.fr qu'on connaît tous, du coup, maintenant, tu dois de temps en temps aller chercher un formulaire spécial pour un truc spécial et ça devient hyper complexe. C'est qu'en fait, ils ont voulu ultra simplifier le tronc commun, c'est ça, c'est l'UX, en fait, ça. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, dans les situations les plus communes, ils ont simplifié énormément puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont déjà connues de l'administration fiscale, le montant des salaires, le montant des revenus de capitaux mobiliers, le montant des versements qui ont été effectués sur un plan d'épargne retraite, par exemple. Tout ça, c'est des informations que l'administration fiscale a déjà. Et donc, elle les renseigne sur la déclaration de revenus. Les contribuables n'ont plus qu'à vérifier. Mais après, les contribuables sont souvent dans des situations où ils ont d'autres types de revenus, ou dont l'administration fiscale n'a pas forcément connaissance. Des revenus fonciers, des revenus de sources étrangères. Et ça, effectivement, on est sur du déclaratif. Et donc, chaque contribuable a la responsabilité de venir déclarer les revenus qu'il pourrait avoir. Ok. Et ça va changer. Je veux dire, de plus en plus, il y en a de plus en plus qui sont auto-remplis quand même, j'imagine. C'est l'objectif? Alors, l'objectif, effectivement, c'est d'auto-remplir un maximum de choses, mais il y a beaucoup de revenus qui ne peuvent pas être pré-remplis, notamment les revenus fonciers. L'administration fiscale n'a aucune connaissance d'une année sur l'autre, savoir si l'appartement a été loué ou pas, s'il y a eu des charges qui ont été engagées ou pas. Ce qu'elle peut savoir, c'est juste dire, l'année dernière, vous aviez déclaré cet appartement, est-ce que vous l'avez toujours en location? Vous aviez tel locataire, est-ce que c'est toujours le même? Des choses comme ça. Mais après, pour le reste, effectivement, il faudra continuer à remplir les cases. Alors, quels sont, si je viens là-dessus et qu'on complexifie un peu tout ça, les investissements, maintenant qu'on est en période de déclaration, ou au moins pour celle de l'année prochaine, si c'est trop tard, mais qui ont un vrai impact sur mes impôts et ma déclaration? Alors déjà, il y a des dépenses ou même des avantages fiscaux. Alors fiscaux, c'est des avantages ou des réductions d'impôts qu'on peut obtenir automatiquement sans forcément faire grand-chose. Voilà. Alors là, attention, roulement de tambour. Alors en fait, on s'est rendu compte, on se rend compte, par exemple, il y a 8,3 millions d'enfants qui sont scolarisés en France. Ouais. Les enfants qui sont scolarisés au collège, bon, je paye plus d'impôts. au lycée. Meilleur épisode ever. Les enfants qui sont scolarisés au collège, au lycée ou à la fac,
ouvre droit automatiquement à des avantages fiscaux, des réductions d'impôts. J'en ai plus qu'un, l'année prochaine. Ouvre droit automatiquement à des réductions d'impôts. Et là, si j'ose dire, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a pas d'obligation d'investissement. Dès lors qu'on a un enfant qui est au collège, au lycée ou en enseignement supérieur, on peut obtenir une réduction d'impôt qui est automatique. Donc ça, on n'a plus le droit. Pour moi, c'est nouveau. J'ai Louise qui arrive au collège l'année prochaine. Okay. Je l'aime encore plus qu'avant, visiblement. Qu'est-ce que ça me donne quoi, ça? Alors, calmons-nous. Un enfant au collège, ça permet d'obtenir une réduction d'impôt de 61 €. J'ai rangé le champagne. Ça m'aurait coûté plus cher que l'enfant au collège. Un enfant au lycée, c'est 153 € et un enfant en enseignement supérieur, c'est 183 €. Mais quand on en a un de chaque... Une bouteille de Dompé. C'est déjà pas mal. Voilà, ça fait quand même près de 400 € ouais. de réduction d'impôt qui peuvent être obtenus automatiquement, okay. sans dépenses particulières. Ok, ça c'est la base. Après, j'imagine que donc dans votre panel de réflexion, alors avant peut-être même de venir sur ces réductions, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention, toi qui es très expert, des erreurs que tout le monde commet tout le temps, est-ce que tu peux un peu, quand on est là-dedans là, si tu devais dire à tous nos auditeurs attention, posez-vous un instant, regardez ce que vous allez faire. Là-dessus, il peut y avoir des erreurs. Là, il va y avoir des choses à voir. Là-dessus, vous devriez... Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la base? Bien sûr. Alors déjà, nous, chez Climb, ce qu'on conseille à tous nos clients depuis plusieurs années déjà, c'est que même si la déclaration est pré-remplie, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il faut déjà reprendre tous les montants qui sont pré-remplis dans la déclaration, qui sont pré-remplis par l'administration fiscale. D'autant plus que là, cette année, la campagne a ouvert le 7 avril. Le 9 avril, le service de déclaration a été fermé par l'administration fiscale puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait 1 million d'erreurs dans les déclarations pré-remplies. C'est des erreurs qui étaient liées sur les revenus de certains fonctionnaires, d'1 million de fonctionnaires. Mais voilà, toujours est-il que il y a des erreurs qui sont commises de temps en temps par l'administration fiscale dans la déclaration pré-remplie. Et donc, voilà, le premier réflexe à avoir, c'est vérifier les montants qui sont pré-remplis. C'est très simple, quand on veut vérifier les montants des salaires qui sont pré-remplis, on prend le montant qui est pré-rempli sur la déclaration de revenus, on le compare avec son net cumulé fiscal qui est sur son dernier bulletin de paye de l'année. Okay. On compare les montants, si le montant est identique, c'est bon. On compare aussi le montant des prélèvements à la source, puisque le montant des prélèvements à la source va venir en déduction de l'impôt à payer, puisque c'est déjà de l'impôt qui a été payé au titre de l'année N. Donc on va comparer aussi ce qui a déjà été prélevé. Si ça correspond avec ce qui est pré-rempli, aucun problème, on peut passer à la suite. Mais on doit se faire l'effort, on doit se faire violence et aller vérifier. Alors, se faire violence, ça reste quand même très simple puisque le comparatif se fait en quelques secondes. C'est juste, voilà, on compare deux montants. Si les montants sont identiques, on passe à autre chose. Donc, tous les ans, quand on reçoit sa dernière fiche de paye, on note ces deux chiffres qui sont le revenu net cumulé de l'année passée et l'impôt prélevé à la source. Exactement. Qui sont tous les deux sur la dernière fiche de paye. Alors, ça dépend des fiches de paye. Sur le montant du net cumulé fiscal annuel, ça apparaît sur tous les bulletins de paye. Okay. En revanche, sur le montant du prélèvement à la source annualisé, c'est pas évident. C'est pas tout le temps, c'est pas toutes les fiches de paye, mais on peut aller le vérifier sur son espace en ligne impôt.gouv. Et donc, si jamais tes revenus et tes dépenses, bon, c'est le cas de peu, j'imagine, d'auditeurs de la Martingale, parce qu'ils sont là pour essayer de faire un peu plus ou différemment, mais si ça se limite à ça, en fait, normalement, c'est fini. Tu mets OK, puis ta déclaration est faite, c'est ça? Ah oui. Voilà. Et normalement, tu payes même pas d'impôt en plus puisque tu as été prélevé à la source? Alors, ça dépend puisque, en fait, si vous voulez, le taux de prélèvement à la source qui est appliqué, c'est l'année d'avant. C'est ça, exactement. Il est calculé sur la base des revenus de l'année N-2 ou N-1. De janvier à septembre, en fait, l'administration fiscale va calculer le taux de prélèvement à la source sur la base des revenus qu'elle a en sa possession, des informations qu'elle a en sa possession. Donc, de janvier à septembre, elle ne connaît que vos revenus de l'année N-2. Okay. Et en fait, quand on va déclarer ses revenus, par exemple, là, on déclare ses revenus 2021 au cours de avril, mai, juin 2022. Et donc, à partir de septembre, enfin, de maintenant, elle aura les connaissances des revenus de l'année N-1 2021. Mais elle n'a pas les connaissances des années de l'année 2022. Donc, il peut y avoir des petites différences, notamment quand on a une augmentation ou une diminution de ses revenus, une augmentation de diminution de ses charges. Le taux de prélèvement à la source peut ne pas être complètement aligné avec la réalité. Mais en principe, effectivement, si d'une année sur l'autre, on a les mêmes types de revenus, les mêmes charges, en principe, le prélèvement à la source gomme... Donc si je fais un gros bonus une année, je risque d'avoir, et que je le fais pas l'année d'après, je risque d'avoir un prélèvement à la source qui est trop important l'année d'après? En fait, il y a deux choses. C'est que l'année de perception du bonus, on risque d'avoir un taux de prélèvement à la source qui sera trop faible, donc avoir une régularisation l'année suivante.
Et prendre en compte, l'administration fiscale prendra en compte une année avec un bonus pour calculer le nouveau taux de prélèvement à la source, et on risque d'avoir un taux de prélèvement à la source trop élevé par rapport à ce qu'on gagne l'année suivante. Qu'il y a une année où t'es pas content et l'année d'après t'es content, quoi. Voilà. C'est ça. Mais du coup, avec le cumul, on a 2 années où on n'est pas content. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des demandes de modulation assez régulièrement. Ok. Une fois que j'ai fait tout ça, il y a d'autres points précis auxquels il faut faire attention spécifiquement? Oui, alors effectivement, il y a déjà les montants qui sont pré-remplis par l'administration fiscale à les vérifier. Donc on a vu les salaires, il y a aussi les revenus de capitaux mobiliers, il y a aussi le montant des charges qu'on aurait pu avoir qui sont déjà renseignées par l'administration fiscale, et notamment les versements sur plan d'épargne retraite. On va avoir aussi les montants, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réductions et avantages, des avantages et des réductions d'impôts auxquels on a droit. Et que trop souvent on oublie de déclarer. Donc j'ai parlé justement des enfants scolarisés, mais il peut y avoir aussi les salariés à domicile. Si on a quelqu'un qui vient faire le ménage chez soi ou garder les enfants, exactement, et ben on a le droit à des crédits d'impôt qui sont égaux à 50% du montant de la dépense. Et trop souvent il y a des gens qui oublient de les déclarer. C'est dommage puisque voilà, c'est ça peut. Bah, je te confirme, oui. Voilà. Donc, si tu as un homme, une femme de ménage à domicile qui te coûte 500 € par mois, il y en a 250 qui sont déduits de tes impôts. Exactement. Et pas déduits de ta déclaration, hein, non, déduits de tes impôts. Qui est pas déduit de l'impôt qui n'est pas déduit du revenu imposable, mais vraiment de l'impôt à payer. Okay. Et au-delà de ça, c'est un crédit d'impôt. C'est-à-dire que la différence. Je fais genre, je sais pas, mais en fait, je sais. Mais ok. En fait, il y a 2 choses. Il y a les réductions et les crédits d'impôt. La réduction va venir diminuer le montant de l'impôt à concurrence de celui-ci. Et le crédit d'impôt, qui est une créance ouverte sur le trésor, si le crédit est supérieur au montant de l'impôt à payer, il y a un remboursement de la différence. D'où l'intérêt d'employer des gens chez soi si on peut se le permettre. Exactement. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... Ça marche très bien. Si on paye des impôts qui coûtent 50% moins cher, quoi. Exactement. Ouais. Il y a ça. Et puis après, il y a les dons aussi qu'on fait aux associations. En France, on est assez généreux puisque voilà, les Français donnent, bon an mal an, 4 à 5 milliards d'euros de dons par an. Et on se rend compte qu'il y a que la moitié de ces dons-là qui sont déclarés à l'administration fiscale. Ce qui fait qu'il y a... La moitié? Oui. La vache. Donc, c'est des centaines de millions d'euros, voire même des milliards d'euros qui ne sont pas réclamés à l'administration fiscale. Alors, j'imagine que moi, il y en a une partie que je déclare pas parce que c'est souvent pas les micro-dons, mais les trucs que tu vas faire sur une campagne, sur Internet, 50 €, 100 balles ou un truc comme ça. Et puis, du coup, tu vas faire un don. Puis, tu vas pas demander, je devrais d'ailleurs, mais pour 50 € essayer de récupérer tes 20 balles, j'imagine que c'est ça, à la fin de l'année. Mais si c'était simple et que c'était automatiquement transmis, mais ça, ils font pas l'automatiquement transmis dans ce sens-là, si... Non, parce que, alors, techniquement, ce serait possible. Il faudrait que les associations à qui on donne transmettent également l'information à l'administration fiscale pour qu'elle puisse le pré-remplir. Techniquement, ce serait possible. Après, est-ce que humainement on ait les moyens de le faire? Je sais pas. Ça, je t'avoue que je suis pas. Oui, puis je sais pas si c'est dans l'intérêt de l'administration fiscale aussi. C'est ça. L'administration fiscale, son rôle premier, c'est la répression de la fraude et pas d'accompagner les contribuables pour bien remplir leur déclaration de revenus. Ouais. Alors. Ou payer moins. Ou payer moins, ou faire de l'optimisation. Voilà, c'est pas son rôle. Elle va demander à ce que chaque contribuable déclare ses revenus. Elle va faire confiance. À partir du principe qu'elle va faire confiance, mais elle est pas là pour faire du conseil. Alors après, ça évolue un petit peu, mais d'une manière générale, effectivement, si vous avez droit à un avantage fiscal, si vous avez droit à une réduction d'impôt, c'est à vous de faire la démarche, d'aller le déclarer et de pouvoir mettre à disposition de l'administration fiscale les justificatifs qui permettent de justifier de cet avantage. Oh, moi, il y en a un comme ça que j'avais bien oublié parce que figure-toi que j'ai eu un contrôle fiscal dans ma vie en perso, en pro on a eu d'autres choses, mais voilà. Et à chaque fois d'ailleurs, je suis assez fier de jamais avoir eu de problème. Mais à l'inverse, même en perso, je crois que j'en ai déjà parlé ici, j'avais même été remboursé. Tu vois, j'ai récupéré de l'argent. Ça arrive. Je savais pas que c'était possible, mais voilà. Et il se trouve qu'en fait, dans les choses que j'avais oublié de déclarer. Alors, on a parlé ici souvent du statut du régime de LMNP, donc le loueur meublé non professionnel. J'ai appris par la suite qu'il y avait le LMP, donc le loueur meublé professionnel, c'est encore autre chose. Mais donc l'idée c'est que souvent avec des intervenants qu'on a pu recevoir ici, Imocities, Bivouac, ou d'ailleurs Mastéos, ou d'ailleurs des gens, toi en direct, tu vas acheter un appartement, tu vas le louer. Si tu le mets sur un meublé non professionnel, si ça dépasse pas tes revenus totaux, donc ça veut dire que t'es pas professionnel, que c'est une activité annexe, et donc les loyers que tu perçois, l'argent que tu reçois là-dessus n'est pas imposable, c'est bien ça? Alors, c'est possible, effectivement. Quand on est non professionnel, donc on a des
bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, parce que le fait de louer avec des meubles, on fournit une prestation de service, donc ça devient une activité commerciale. À l'inverse des revenus fonciers, où là on loue nu. Voilà, c'est juste pour faire la distinction avec le régime. Effectivement, quand on est loueur en meublé non professionnel et qu'on déclare au réel, évidemment, parce que si on est au micro, on peut pas déduire aucune charge, on a juste un abattement forfaitaire sur le montant de ses recettes. Mais quand on est au réel, on a d'un côté nos recettes, donc les loyers qu'on va percevoir, les recettes qu'on va percevoir, et de l'autre côté, on va déduire les charges pour leur montant réel. Le gros avantage de la location meublée non professionnelle par rapport aux revenus fonciers, c'est qu'on a la possibilité d'amortir le bien immobilier et d'amortir les meubles qu'il compose. Et à ce moment-là, quand on peut amortir l'immobilier, quand on additionne ça avec les autres charges, notamment les intérêts d'emprunt, les frais de travaux, les charges de copropriété, et ben mis bout à bout, effectivement, on va arriver à un montant de charges qui va égaler, voire même dépasser le montant des recettes. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on n'a pas de bénéfice imposable, qu'on a du déficit, effectivement, les revenus qu'on aura perçus de cette location meublée seront défiscalisés. Et voilà, et donc moi ce qui m'est arrivé là-dessus, alors c'était pas que ces revenus qui étaient défiscalisés, mais donc j'étais pas en régime LMNP et on avait eu des gros travaux sur un appartement donc, en location et 2 années d'affilée ou quelque chose comme ça que j'avais pas déclaré. Donc du coup je les ai pas enlevés de mes revenus, tu vois. Et donc du coup c'est de là où voilà. Donc si jamais vous êtes il peut y avoir des intérêts enfin au fur et à mesure de ces épisodes. Alors faut être clair parce que même ce que tu dis d'ailleurs amortir etc. ce sont des termes que tout le monde comprend pas, tout le monde n'est pas entrepreneur mais ce que je veux dire là-dessus c'est que quand je promeus souvent le LMNP, enfin ou mes invités ici le promeuvent aussi, mais c'est pas toujours une bonne affaire. En fait, c'est ce que tu viens de dire aussi. Alors c'est pas que je dis que c'est pas une bonne affaire. C'est pas toujours une bonne affaire. Ce que je veux dire, si tu t'investis plus dans tes biens, si t'as beaucoup de travaux par exemple, c'est pas forcément intéressant. Alors effectivement, si on investit beaucoup dans les travaux, on n'a pas la possibilité en tant que loueur meublé non professionnel, si on génère du déficit. Ce déficit, dès lors que c'est une activité qui est non professionnelle, n'est pas imputable sur les autres revenus imposables. Ce qui est le cas pour les loueurs meublés professionnels. Donc tu peux prendre un exemple, juste te dire si par exemple alors je vais prendre un exemple. T'as un foyer, un couple qui gagne 100 000 euros, ok, et il y a ils louent eux-mêmes un appartement pour 20 000 euros par an. Ok. Si t'es en revenu foncier, c'est ça, donc pas en locataire meublé non professionnel, donc tu loues ton appart nu, il y a rien dedans, il y a pas de canapé, rien, donc ça veut dire un non meublé. Ces 20 000 euros, ils vont augmenter ta tranche de revenus de 100 à 120 000 euros. Tout à fait. Moins quelques charges, les charges de copropriété et peut-être 1 000 euros que tu as fait de travaux pour refaire la porte d'entrée de ce bien. Voilà, et puis les frais de gestion, la taxe foncière, mais en gros, oui. Donc à la fin, tu finis à 115 000 euros au lieu de 120, imposable. Donc tu vas payer sur ces 15 000 euros de plus, entre 100 et 115, des impôts. Ok, c'est ça. Donc si tu es sur une tranche à 30% d'impôts, bah, tu vas payer 30% de 15 000 euros. Exactement. À savoir 4 500 euros. Voilà, ok. Si tu es en LMNP, tu vas avoir 100 000 euros, tu vas avoir ton impôt qui est calculé sur 100 000 euros. Alors, ça dépend. Si on a 20 000 euros de recettes aussi, oui. Et qu'on déduit les charges et qu'on a que 5 000 euros de charges, on paiera 30% sur les 15 000 euros supplémentaires. C'est la même chose. Ok. C'est juste que le fait d'être en location meublée non professionnelle permet de déduire plus de charges. Parce qu'on va pouvoir amortir le bien et le bien immobilier et les meubles meublants qui sont à l'intérieur, on va pouvoir les amortir et donc du coup, on va pouvoir créer des charges supplémentaires. Okay. Et c'est ces charges supplémentaires qui font que le régime LMNP peut être plus intéressant que le revenu foncier. Okay. Mais en cas de déficit, c'est le régime de revenu foncier qui est plus intéressant. C'est-à-dire que si tu investis plus que tes 20 000 euros par an. Voilà. Si on a des dépenses qui sont supérieures au montant des recettes, là on est en déficit, et ben pour les revenus fonciers, ce déficit, hors intérêt d'emprunt, et je suis désolé, je suis obligé de... Malheureusement, c'est pas moi qui fais les règles. Mais est imputable sur le revenu global. Donc là, ce déficit, on peut s'en servir pour faire baisser le revenu imposable. Alors que la location meublée non professionnelle
vu que c'est non professionnel, on peut pas l'imputer sur le revenu global. Et c'est là où c'est intéressant tout ça, parce que même ces épisodes, c'est que en fait, on voit vite la complexité de tout ça. C'est-à-dire que là, je te parle d'un bout de la lorgnette, tu vois. On a parlé déjà un peu de la fiscalité des cryptos, de toutes ces choses-là, mais en fait, bon, quand t'écoutes la martingale, finalement, on est de plus en plus à quand même investir dans des biens meublés, en foncier, en non professionnel, en LMNP, en ce que tu veux, mais en fait. Tu fais pas toujours bien gaffe à ça, et par moment en fait ça peut vraiment gréver ta rentabilité, et c'est là où ça peut être intéressant d'être accompagné ou d'avoir des gens autour de toi qui comprennent. Et d'ailleurs, dans quel cas du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut pas oublier au début, pardon, avant de passer à la prochaine, à regarder des choses très importantes? Oui, là on a fait un peu le tour quand même, de bien vérifier les montants qui sont pré-remplis, bien vérifier que on n'a pas oublié de déclarer des avantages et des réductions d'impôts auxquels on a droit. Ouais. Si par exemple on a un Pinel, c'est du bon sens, mais ne pas oublier de reporter le montant de la réduction dont on a droit, parce que l'administration fiscale le fera pas pour vous. D'accord. Pareil, si on a investi dans un plan d'épargne retraite et qu'il y a le montant qui est pré-rempli, c'est juste l'administration fiscale vous dit vous avez investi tant. Je sais que vous avez investi tant. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez demander la déduction ou pas. Si on ne met rien, l'administration fiscale va considérer qu'on renonce à la déduction et donc du coup qu'on renonce à l'avantage fiscal. Il y a une cage à cocher, il y a quoi? Il faut reporter le montant qui est pré-rempli par l'administration fiscale dans la case du dessous. Parce que sinon, l'administration fiscale va considérer qu'on renonce à la déduction. Et pour obtenir la déduction, il faut recopier le montant qui est pré-rempli. Et il y a une technique un peu spécifique, enfin, je veux dire, si on se dit je veux pas me faire accompagner, le faire tout seul, faut se faire une checklist, faut faire un truc. Comment on fait pour bien le faire? Alors, bon, là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, parce que justement, nous, on accompagne donc nos clients pour faire la déclaration, donc les clients qui ont investi dans des produits avec nous. Donc, eux, on les accompagne pour faire la déclaration, mais on a mis au point un outil d'aide à la déclaration chez Climb qu'on met à disposition de tout le monde gratuitement, qui est disponible sur notre site et qui permet justement, vous avez un petit questionnaire avec vos revenus, vos charges, votre situation de famille, les dépenses que vous avez faites qui ouvrent droit à réduction au crédit d'impôt. Et en fait, vous remplissez ça et ça vous établit une checklist des cases à remplir dans la déclaration. Et vous avez pour chaque case les différents régimes applicables et puis des éléments clés de compréhension qui vous permettent de choisir tel ou tel régime. Et si vous suivez ça, normalement, vous avez coché toutes les cases et votre déclaration, elle est faite. Ça marche jusqu'à un certain volume. Si tu t'appelles Bernard Arnault, ta petite checklist, enfin, je veux dire, il y a trop, je sais pas si t'as des RSU dans une scale-up ou une licorne américaine, etc. Est-ce que tout ça est bien couvert par... Alors, c'est quand même assez complet. Alors, évidemment, ça va pas aller, ça va pas couvrir toutes les situations. On a fait en sorte que ce soit quelque chose qui soit quand même assez démocratique, mais quand même, c'est quand même assez large. Ok, je mettrai le lien. Large. Tu connais le lien? Tu connais l'adresse? Climb. Alors oui, je te donnerai le lien pour qu'on le mette sur le descriptif du podcast. J'ai un lien, mais c'est un lien qui est très très web. Ok. Mais c'est We Are Climb aide à la déclaration, c'est assez simple. Ok. Il y a des petits, je sais pas exactement comment l'écrire. Une URL, ouais, très bien, je regarderai. Et c'est un outil quand même qui est très utile. On a fait des tests dessus et notamment on a fait une campagne avec un de nos partenaires Banking qui l'a mis en avant sur la homepage de l'application. Ouais. Et en l'espace de 24 heures, on a eu 3000 utilisations de cet outil avec un très 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 fort taux de satisfaction. D'accord. Donc vrai, ça fonctionne très bien. Et puis après, si vraiment on veut quand même être accompagné, on a toujours la possibilité, nous, d'accompagner les particuliers en partage d'écran. Alors c'est une déclaration, c'est un service payant là pour le coup, mais on peut accompagner les particuliers là-dessus. Ok, donc si je résume là-dessus, soit je suis vraiment dans une situation hyper simple, je suis salarié, j'ai un salaire très fixe qui bouge jamais, j'ai rien d'autre, j'ai pas investi dans quoi que ce soit, etc., etc. Je me connecte à la déclaration impôt.gouv.fr, je mets OK et puis c'est bon. Ok, ça c'est la version la plus simple. Après, j'ai des versions un peu plus compliquées où je peux me débrouiller tout seul un peu à l'arrache comme ça. Après, j'ai la version où je vais aller utiliser ton aide. Après, j'ai une version où je vais utiliser un service comme Climb, ou potentiellement il y a des comptables ou des gens comme ça qui font ça, mais qui te disent, ou même ton banquier privé de temps en temps qui t'aide à remplir tout ça, mais qui te dit hop, je suis pas du tout responsable, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Ça, c'est ce que vous faites sur votre service payant au début. Tu t'engages pas ta responsabilité. Alors non, nous on fait que de l'accompagnement. Voilà. Donc voilà, on explique aux gens
on leur donne des explications, on leur donne des éléments d'information pour qu'ils prennent leurs propres décisions. Mais effectivement, on n'est pas mandataire ni tiers de confiance où on va engager notre propre responsabilité pour la déclaration. Et après, il y a le dernier, ce que tu faisais avant, donc quand tu es avocat et que tu déclares pour tes clients, là, tu t'engages pour eux, c'est-à-dire que si jamais tu fais une erreur et qu'il y en a pour 50 000 balles, bah, c'est Martin qui paye. C'est la responsabilité professionnelle. Alors, t'as une assurance, j'imagine, quelque chose comme ça. Il n'a jamais été engagé. La tienne? La mienne, non. Et du coup, est-ce que tu peux juste m'expliquer à quel moment, on a compris sur les plus petits, mais à quel moment tu changes de ligue, de catégorie, quoi? Quand est-ce qu'il faut passer sur je sais pas moi, un service payant et un avocat? En fait, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez Climb. En fait, on veut apporter de la démocratisation dans le service et dans l'aide fiscale. Okay. Dès lors qu'on paye des impôts, on peut être accompagné par quelqu'un, justement, pour bien remplir sa déclaration et faire en sorte que la déclaration soit optimisée. Alors, j'utilise ce mot vraiment à dessein, puisque on va optimiser, ça veut pas forcément, c'est pas de la fraude ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que tu ne payes pas ce que tu ne dois pas payer. Exactement. C'est-à-dire que dans une situation donnée, on va faire en sorte que la situation soit la plus juste possible et qu'on paye l'impôt juste. Compris. C'est ça, optimiser. Voilà. Donc, dès lors qu'on paye des impôts, on peut être accompagné pour optimiser sa déclaration. Ou on peut utiliser justement un outil comme celui qu'on propose pour être sûr de bien remplir tout ce qu'on doit remplir. Donc, il n'y a pas vraiment de seuil particulier. On peut payer 1 000 € d'impôts et avoir autant besoin d'être accompagné que si on en paye 100 000. Tu peux être aussi phobique administratif, quoi. Tout à fait. Et ou pas avoir le temps, ou pas avoir la connaissance, ou ne pas avoir l'interlocuteur de confiance derrière pour pouvoir le faire. Sachant qu'il y a des gens aussi qui kiffent, entre guillemets, rentrer dans le moindre détail. Moi, ce que je te disais en préparant cet épisode, moi, je préfère être plutôt dans la partie gagner de l'argent que optimiser mes impôts, et je me dis à la fin je préfère essayer de faire tout pour gagner 5 000 € de plus dans l'année, et tant pis si je me trompe de 1 000 € d'impôts à la fin, voilà, que de me dire dans la virgule au bout du bout sur mes impôts j'ai économisé 272 €, tu vois. Mais ça, c'est vraiment des choix un peu, j'imagine, de vie. Avec l'automatisation, j'imagine quand même qu'il y a un endroit où aujourd'hui tu peux quand même gagner beaucoup de temps versus il y a quelques années où limite tu faisais tout à la calculette, quoi. C'est ça. Effectivement, avec l'automatisation, effectivement, on va pouvoir gagner du temps. Mais je le rappelle, on peut gagner du temps si effectivement on se fait l'économie du contrôle. Puisque si on veut faire sa déclaration bien correctement et bien vérifiée, ça prend du temps. Faut replonger le nez dans les chiffres, et il faut les comparer. Et donc même l'automatisation, c'est bien pour les situations qui sont vraiment très très simples. Mais même dans les situations très très simples, on se rend compte qu'il peut y avoir des erreurs. Et en parlant de situations compliquées, si on va sur les dirigeants de société, les travailleurs non salariés, les freelances, etc. Là-dessus, il n'y a pas de déclaration pré-remplie, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir. Ça change tout quand on est dans cette situation-là. Alors, il y a deux choses à savoir. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de déclaration pré-remplie, donc il faut bien savoir les rémunérations qu'on a eues. Alors là, tu parlais des TNS, j'imagine que tu parles par exemple d'un gérant majoritaire de SARL qui, lui, devra déclarer un régime particulier. Alors, c'est assimilé salarié, puisque ce sera considéré comme du salaire, mais c'est pas... S'il est en SAS plutôt, j'imagine. S'il est en SARL, je crois pas. Si je ne m'abuse. Alors, il faudrait que je reprenne l'autre chose, mais les gérants majoritaires de SARL sont en article 62 de mémoire. Enfin, c'est un peu, là, on rentre un peu trop dans le technique, mais c'est assimilé salarié, donc ce sera considéré comme du salaire, bien que ce soit pas complètement la même chose. On va voir la case traitement et salaire. Voilà, on va aller dans la partie des traitements et salaires. Et après, il va y avoir aussi ce qu'on appelle avant on avait la déclaration sociale des indépendants qu'on devait faire pour le mois de mai, qui a été fusionnée avec la déclaration générale. Donc maintenant, effectivement, pour les cotisations sociales, on doit les déclarer sur la déclaration générale. Très clair. Pour les freelances ou pour d'autres choses spécifiques à connaître? Alors, pareil, pour les freelances, il y a une déclaration spéciale qui est la déclaration de résultats, qu'on soit en activité commerciale, donc BIC, ou non commerciale, notamment les professions libérales, donc les BNC. Dès lors qu'on est sur un régime réel d'imposition, il faut déposer une déclaration de résultats avant le 3 mai. Donc,
Demain. D'accord, ouais. Au moment où on enregistre. Ouais. Au moment où on enregistre. Ok. J'espère qu'au moment où vous écoutez, vous l'avez fait parce que sinon c'est la merde. En général, les professionnels le savent puisqu'ils sont accompagnés par des comptables et donc Ok. les comptables font bien leur travail d'une manière générale. Sur les déclarations 2022 ou à venir, il y a des choses à savoir, des nouveautés à prendre en compte. Alors sur la déclaration 2022, il y a quelques nouveautés. Effectivement, déjà il y a une revalorisation du barème kilométrique. Donc pour les salariés, pour ceux qui roulent beaucoup, c'est assez intéressant puisqu'il y a une revalorisation de 10% du barème. Donc là, c'est dans le cadre où vous êtes salarié, vous avez des frais de déplacement, domicile travail ou vous êtes VRP. À domicile travail, ça marche? Bien sûr, domicile travail. On prend le nombre de kilomètres effectués entre le domicile et le travail, on le multiplie par 2 pour faire l'aller-retour, fois le nombre de jours travaillés. Et ça nous donne le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel. Ok. On le renseigne dans le barème kilométrique, qui va prendre en compte la puissance fiscale du véhicule, le type de véhicule, si c'est une voiture, une moto, et la puissance fiscale, donc celle qui apparaît sur la carte grise, et le carburant utilisé. Et puis ils ont une formule particulière qui permet de déterminer le montant forfaitaire que vous pouvez déduire au titre des frais professionnels. Mais genre un truc un peu lambda, quelqu'un, je sais pas, qui fait 5-10 kilomètres, enfin je sais pas, je te balance un truc comme ça, mais ça, à la fin ça représente 300 € ou 3000 €. Enfin, ah non, ça représente quand même ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, et donc il peut y avoir un intérêt puisque voilà, dès lors que ça va dépasser 10% du salaire net imposable, c'est intéressant de faire les revenus fonciers, les frais professionnels. D'accord. D'autres choses à savoir cette année spécifiquement? Oui, pour les indépendants qui bénéficient d'un régime micro, qui souhaiteraient opter pour un régime réel d'imposition. Avant, vous aviez jusqu'au 1er février pour opter pour un régime réel, donc au 1er février de l'année d'imposition. Donc ça veut dire que si en 2022, janvier 2022, vous saviez pas si vous allez être au réel ou au micro, il fallait opter pour le réel avant le 1er février. Maintenant, on recule un petit peu jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration. Et ça me fait aller sur la question d'après, justement, les histoires de délai, de deadline. Quand tu souscris un produit de défisc, tu veux défiscaliser, bon, je sais pas, on parle de Pinel, on parle de plein de choses comme ça, hein, quand est-ce qu'il prend effet? C'est l'année en cours. Là, si je commence en 2022, ça va pas me baisser mes impôts de 2022. Alors, c'est une excellente question. Évidemment, c'est pas si simple, puisque c'est jamais simple avec la fiscalité, mais je vais essayer de le simplifier au maximum. En général, quand on fait un produit de défiscalisation, comme tu dis, quand on va investir dans une solution qui va donner un avantage fiscal, donc une réduction ou un crédit d'impôt, en général, c'est l'année de l'investissement qui est prise en compte comme fait générateur de la réduction ou du crédit d'impôt. Donc j'investis en 2022, c'est mes impôts 2022, enfin mes revenus et 2022 qui vont être impactés. Voilà. Donc l'année prochaine. Par exemple, si on emploie un salarié à domicile, quelqu'un qui vient faire le ménage à la maison, ce qui est payé en 2022 va donner droit à un crédit d'impôt au titre des impôts payés en 2022, donc à déclarer en 2023. D'accord ? En revanche, pour le Pinel, par exemple, tout va dépendre de la date de livraison du bien, puisqu'il y a des biens qui sont vendus, par exemple, en VFA. Et donc là, l'année de l'investissement... VFA vente en l'état futur d'achèvement. Okay. Donc en fait, on achète sur plan. On peut investir en 2022, mais on aura la réduction d'impôt qu'au titre de l'année d'achèvement des travaux. Okay. Donc on peut investir en 2022, mais si on est livré en 2024, la réduction d'impôt va commencer à courir à partir de 2024. Donc j'ai 2 années où je vais payer souvent des traites à ma banque et des choses comme ça, et en fait j'ai pas de réduction d'impôt sur les 2 premières années. Et pas de revenus non plus. Ok. Mais du coup, on va obtenir des réductions d'impôt à partir du moment où on aura des revenus. Si on est bien conseillé, on s'est prévu dans son business plan. Exactement. Ok, et j'ai ce souvenir de gens qui me disent là c'est le bon moment pour investir justement pour des périodes pour des outils de défisc ou des choses comme ça. Il n'y a pas des meilleurs moments pour investir que d'autres, ou une saisonnalité ou vaut mieux investir en janvier, à ce que tu dis, sinon si je t'écoute, puisqu'il faut que ça prenne en compte toute l'année du coup, sinon. Tous les ans, c'est toujours le bon moment pour investir, de toute façon. Mais après, il y a... la réponse à ma question. Non, après, il y a effectivement, il y a des saisonnalités sur certains produits. Alors, bon, par exemple, un produit comme le plan d'épargne retraite, on peut le faire toute l'année, toute sa vie. Après, a priori, si j'entends bien, c'est le truc qu'il faut que tout le monde fasse, ça, le PER, non? Pas peu de choses près. Ça dépend, puisque le PER, en fait, devient de plus en plus intéressant. Plus on a une tranche marginale d'imposition qui est élevée, donc plus on va être dans les tranches d'imposition élevées. Plus on est riche, plus il faut le faire. Voilà, et plus on est jeune, plus il faut le faire aussi. Okay. Alors, je dis pas que il faut... Les deux n'allant pas souvent ensemble, voilà. Jeune et riche.
Mais sauf chez les éditeurs de Martin. En gros, ils sont beaux aussi. Il faut être plus on reste longtemps dans le plan d'épargne retraite, donc plus on va générer d'intérêts composés, et plus on a une tranche marginale d'imposition qui est élevée, plus l'avantage fiscal sera important. Donc voilà, c'est pour ça les 2 critères. Mais investir dans un PER, on peut le faire toute l'année, on peut le faire tous les ans. Investir dans un Girardin industriel, par exemple, pareil, on peut le faire toute l'année. Enfin, ça dépend. Des fois, ça dépend des enveloppes qui sont fournies par les fournisseurs, mais après en saisonnalité, on peut le faire à peu près toute l'année. En revanche, effectivement, à la fin de l'année, on a une bonne idée des revenus qu'on a eu sur l'année, on a une bonne idée des impôts qu'on va devoir payer, donc on peut utiliser certains produits qui ouvrent droit à des réductions d'impôts comme variable d'ajustement. Et notamment, on va mettre plus sur un PER à la fin de l'année parce qu'on sait que on va dépasser un petit peu la tranche à 41%, et ben on va mettre 10 000 euros sur le PER. Donc en novembre-décembre, faut peut-être se mettre un petit rappel, le 15 novembre, pour se dire tiens, cette année, je vais faire un petit point sur mes impôts, quoi. Ouais, début novembre, voilà, c'est ça, puisqu'après, si on s'y met décembre, les 15 derniers jours de décembre, avec les fêtes de Noël, il y a un peu des embouteillages, donc on conseille, nous, c'est ça, mi-novembre, fin novembre. C'est un bon rappel, on a une bonne visibilité sur les revenus qu'on a perçus sur l'année. On ajoute Martin Corté sur LinkedIn, puis vous fera une petite consultation gratuite. Exactement. Alors, de toute façon, nous, c'est gratuit. C'est pas facturé. On facture pas nos clients sur les conseils qu'on leur donne. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. On fera en sorte de vous accompagner. T'aurais une idée du top 3, alors peut-être des niches fiscales en France actuellement. J'aurais peut-être soit 2 versions du top 3, soit les meilleures, soit les plus demandées. Alors, nous, nos clients, depuis qu'on le fait, ils nous en demandent vraiment tous les ans, c'est le Girardin industriel. Le Girardin industriel, ça fonctionne très très bien. C'est une opération qui est... Alors, j'ai fait un épisode là-dessus, mais c'est parti de les niches fiscales, ça des trucs, j'en ai oublié les 2 tiers, mais je vois quand même. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 400. Ouais. Mais le Girardin industriel, ça fonctionne très très bien. C'est une opération purement fiscale. Pour le coup, il n'y a vraiment pas de volonté d'investissement, de retour sur investissement ou de développement de son patrimoine. C'est, on va payer avec 1 an d'avance son impôt sur le revenu avec 10% de réduction, en gros. Ok. On va mais il y a quand même une histoire d'investissement dans les dom-toms. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va aller verser une somme d'argent dans une société qui va acheter du matériel industriel ou agricole qui va être mis en location pendant 5 ans à des exploitants dans les dom-toms, et en échange de cet investissement, justement, pour participer au développement économique des dom-toms, on va avoir droit à une réduction d'impôt qui sera égale à 110% de son investissement. J'ai plein d'auditeurs qui sont revenus après cet épisode en me disant mais c'est fou ce machin, en fait. Ouais. Ça marche très bien. Ok. Quand c'est bien fait, ça marche très bien. Et donc, nos clients qui sont satisfaits, qui l'ont fait au titre d'une année, leur font l'année suivante parce que surtout c'est qu'ils récupèrent en fait de la réduction d'impôt et ils réinvestissent leur réduction d'impôt dans un nouveau Girardin. En fait, ils recyclent leur réduction d'impôt et tous les ans, ils payent 10% d'impôt en moins. C'est la rentabilité fiscale de l'investissement. Donc ça marche très très bien. Ok. Ça marche vraiment très bien. On a le PER aussi, grand classique, qui va avoir qui va avoir une triple finalité. Déjà, c'est un produit de prévoyance. Parce que on va avoir la réforme des retraites, de la retraite par mutualisation. On ne sait pas exactement dans quelles conditions ça va évoluer, mais on sait que ça va pas aller en augmentant le montant des retraites. Donc c'est toujours bien de se créer une retraite complémentaire par capitalisation. En plus que ça fonctionne comme une assurance vie, donc on peut aller chercher de la rentabilité sur ce placement-là. Et en plus, c'est un avantage fiscal puisque l'argent que vous allez mettre sur le plan d'épargne retraite est considéré par l'administration fiscale comme une charge déductible du revenu global. Compris. Et donc, du coup, vous pouvez le déduire de votre assiette imposable. Donc, vous avez 50 000 euros de salaire, vous mettez 10 000 euros sur le PER, vous n'êtes plus imposé sur 50 000, mais sur 40 000 euros. Donc, si on est sur une tranche marginale à 30%, 1 euro investi, ça vaut 30 centimes d'impôt en moins. Énorme. Ça marche très, très bien. Tu rajoutes ton Girardin et puis là, tu payes plus d'impôt. C'est le type de solution qu'on propose à nos clients. Effectivement, on a des clients qui d'une année sur l'autre ne payent plus d'impôts. Ok. Un troisième peut-être comme ça. Et un troisième comme ça. Après, on a toujours les investissements immobiliers qui fonctionnent bien sur le long terme avec le Pinel en tête. On a 5, 6, 7 000 euros d'impôts sur le revenu par an. On a là une capacité d'emprunt. On peut investir dans un bien immobilier. Donc Pinel, où là on va pouvoir obtenir une réduction d'impôt sur 6 ou 9 ans qui va venir baisser de façon pérenne l'impôt à payer. Il y en a que t'aimes pas du tout? Non.
de dispositifs Alors, non, mais c'est pas qu'il y en a que j'aime pas du tout, mais il y en a qui sont, qui sont plus risqués que d'autres. De toute façon, il faut partir du principe que chaque investissement, il y a toujours un risque de perte en capital. Quand on investit, on prend des risques, c'est normal. Maintenant, il faut justement limiter ces risques-là et donc aller voir sur des produits ce qui peut limiter au maximum le risque pris. Alors évidemment, après, il n'y a pas de secret, hein. Plus on limite le risque, moins on aura de rentabilité, et à l'inverse, pour aller chercher de la rentabilité qui sont très importantes, on est obligé de prendre des risques et de se plier à la volatilité des marchés. Mais non, il n'y a pas vraiment de dispositif que j'aime pas du tout. Après, c'est au cas par cas. Faut voir si c'est. Il y a des dispositifs en revanche que je vais pas aimer parce qu'ils sont pas en adéquation avec la situation du client. Et notamment, ça arrive très régulièrement. On a des clients qui ont une idée en tête, qui disent bah tiens, je veux faire un Pinel. Et en fait, on regarde la situation de la personne et la personne ne paye pas assez d'impôts ou va avoir une situation professionnelle qui ne nous permet pas de dire que ça va être pérenne pendant 9 ans. Et donc à ce moment-là, on va dire non, c'est pas adapté à votre situation. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt les produits qui ne sont pas adaptés à la situation qu'on n'aime pas. Je comprends. Et ça, c'est important parce qu'en effet, t'entends des choses ici et ailleurs. Tu dis, ah, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, si toi, en perso, tu payes pas assez d'impôts, ou trop, ça. Enfin, il y a des produits qui sont pas adaptés. Il faut faire au cas par cas. Ok. Il y aurait une question qui revient tout le temps parmi tes clients, de la part de tes clients, que je t'aurais pas posé, hein, de grands classiques, je sais pas. Bah, le grand classique, c'est comment je fais pour pas payer d'impôts. Ça, c'est le grand classique. Alors, évidemment, c'est un peu schématisé, c'est un peu caricatural, mais en gros, c'est ça. Ça vient souvent. Si je reviens à ce que tu viens de dire, si tu veux pas payer d'impôts, enfin, dans une bonne partie des gens, c'est possible, mais il faut investir pour ça massivement et prendre des risques. Pas forcément prendre des risques. Alors oui, il faut investir, c'est certain, puisque quand on a un projet de vie, bah, ce projet de vie, il faut le financer. Et pour le financer, il faut de l'argent. Et l'argent, on l'obtient comment? Soit en travaillant plus et donc en ayant plus d'entrées, c'est le choix que tu as fait toi, soit en dépensant moins. Et donc du coup, peut-être en allant regarder comment on peut payer moins d'impôts avec sa déclaration. Et on peut associer les deux. Tu vois, par exemple, j'ai pas dit que je voulais travailler plus, j'ai dit que je voulais gagner plus. Oui. C'est différent. Oui, alors gagner plus. Gagner plus ou dépenser moins. Voilà, c'est ça. Et des fois, les deux en même temps. C'est mes épisodes sur le mouvement FIRE, d'automatisation des revenus et tout, m'ont bien enseigné qu'il fallait pas toujours travailler plus pour gagner plus. Mais... Je vais t'expliquer, je vais te raconter une histoire qui est arrivée ce matin même. Ce matin même, on fait la déclaration de revenus pour un couple de médecins. Ce couple de médecins, ils sont venus chez nous l'année dernière, ils nous ont dit, voilà, on paye beaucoup d'impôts d'une année sur l'autre et on veut voir quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Effectivement, on avait fait leur déclaration l'année dernière et ils ont eu 20 000 € d'impôts sur le revenu à payer. Ce qui commence à faire une belle somme. Donc, on les a accompagnés. Enfin, pas moi personnellement, mais un de nos conseillers les a accompagnés. Ils ont fait du PER, ils ont fait du Girardin. Et là, on a fait la déclaration de revenus ce matin. Ils n'avaient plus 20 000 € d'impôts à payer. C'est l'administration fiscale qui leur devait 17 000 €. D'accord. Ils croyaient que c'était une blague. Et justement, en investissant dans ces deux produits-là, on a fait en sorte que... Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont économisé 37 000 € parce qu'ils ont continué à payer de l'impôt. C'est juste que cet impôt a été mieux réparti et qu'il a servi à autre chose. Okay. Et donc, du coup, ils ont baissé leur assiette d'imposition et en plus, ils ont fait en sorte d'avoir des investissements qui leur rapportent de l'argent. Le mec a ferré tout le monde chez Climb, là, direct à la fin de l'épisode. et donc eux, toi, tu les accompagnes. Alors, au début, par des petits formulaires un peu gratuits, comme tu disais, pour pouvoir faire toi-même. L'étape d'après, c'est soit je te paye pour que tu m'aides à faire la déclaration. Ça, c'est du forfait ou quelque chose comme ça, j'imagine. Alors oui, effectivement, en fonction de la complexité de la déclaration, on a un petit questionnaire qui va nous permettre de déterminer la complexité de la déclaration. Et ça va de combien Ça va de 49 € à 199 €. Ah oui, donc ça reste assez raisonnable. C'est très raisonnable. Et ça accélère vraiment mon process à moi, j'imagine, de déclaration, oui. Pour une déclaration, alors en fait, on l'a fait en 3 catégories, les déclarations simples, les déclarations intermédiaires, les déclarations complexes. En gros, on va mettre une demi-heure pour une déclaration simple, 1 heure pour une déclaration intermédiaire et jusqu'à 1h30 pour une déclaration complexe. Alors, des fois, ça peut prendre plus de temps, mais vraiment dans des cas particuliers. Mais d'une manière générale, en 1h30, on arrive à gérer toutes les déclarations. Et là,
je rappelle quand même que c'est pour nos utilisateurs qui ne sont pas clients. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, si t'es client, être client, ça veut dire que j'ai fait un Girardin avec toi l'année dernière, par exemple. Par exemple, Donc là, là, on tu me accompagne. factures pas Non, c'est pas facturé. On accompagne puisque ça fait partie de nos promesses. On vous accompagne. En fait, t'es une sorte de banquier privé pour moi, du coup. Alors, on n'est pas banquier, mais Oui. on est des conseillers, oui, particuliers, où effectivement, on va déjà vous conseiller sur les investissements que vous allez faire selon votre situation. Et après, on vous laisse pas tomber, on vous accompagne pendant toute la durée de vie de votre investissement. D'accord. Et après, du coup, la dernière question, on l'a un peu dit au tout début de l'épisode, mais ce qui est important, c'est aussi d'être, certain que, parce que vous, du coup, vous gagnez, je comprends, sur les produits que vous recommandez ou voilà. Donc d'être certain qu'en net, ça me coûte pas plus cher, tu vois, le revenu qui est partagé ensuite que sur les impôts que j'aurais payés, tu vois. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Si tu me dis c'est gratuit pour la personne, mais pour ton client. Mais en fait, c'est pas gratuit, c'est non facturé. C'est non facturé. Donc je sais pas moi, c'est le conseiller en gestion de patrimoine derrière qui va lui me facturer quelque chose ou gagner de l'argent sur les opérations. Alors non, on n'a plus de conseiller en gestion de patrimoine. Nous, on fait tout en interne. Tout en interne, d'accord. Mais donc tu vas vendre des produits financiers sur lesquels tu vas gagner un peu d'argent. Alors du coup, c'est par exemple l'assureur ou la banque dont on va vendre les produits qui va nous rétrocéder une partie de sa commission. Mais il va pas y avoir de sur-commission, il va pas y avoir de surfacturation de la part de la banque pour prendre en compte justement notre rémunération. Donc pour le client, c'est parfaitement neutre. Ok, bon bah très clair. On aligne les intérêts. Exactement. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. On est prêt à déclarer nos impôts. Youpi. Je sais pas si cet épisode fera beaucoup d'écoute après la déclaration d'impôt, tu vois, parce qu'il y en a qui rattrapent, mais bon, je sais pas si les gens vont écouter. Si vous écoutez cet épisode en juillet, faites-moi signe, ça veut dire que vous êtes très très masochiste. Alors, on fait aussi les déclarations tardives. Hein. D'accord. Donc bon, il faut savoir que si vous déposez après la date limite de déclaration et que il y aura une majoration de 10% malheureusement. Mais mon conseil, c'est quand même de déposer une déclaration, même incomplète, avant la date limite de déclaration. Je vais peut-être rappeler les dates de limite de déclaration. Donc 24 mai pour les départements 1 à 19, 31 mai pour les départements 20 à 54 et 7 juin pour les départements 55 à 976. C'est pour des questions de chargeurs, de serveurs, tu crois qu'ils font ça, ou pourquoi ils mettent pas 8 juin pour tout le monde? Ce serait pas plus simple. Possible. Pourquoi on met pas les mêmes vacances à tout le monde aussi? Oui, mais les vacances, il y a les chassés croisés, il y a les histoires d'autoroute, quoi. Peut-être que c'est une question de serveurs. C'est peut-être pour ça. Ça ferait péter les serveurs de l'administration. Après, il y a aussi chaque centre des impôts qui s'occupe du traitement des déclarations de ces départements, donc il faut répartir aussi la charge de travail. Très bien. On te suit sur LinkedIn, toi? Alors, je suis sur LinkedIn. Sinon, vous pouvez suivre Climb aussi sur LinkedIn. Bien sûr. Martin Cortet, CORTET. Exactement. Ouais. Et Climb, c'est We Are Climb, c'est ça? We Are Climb pour le site internet. Ouais. Sinon, sur LinkedIn, c'est climb.fr ou Climb Italie pour ceux qui nous écoutent d'Italie. D'accord. On a aussi ouvert. Je m'aventurerai pas en italien pour leur dire. De toute façon, ils nous ont lâché depuis bien longtemps. Et très bien. T'aurais, toi, Martin, une martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement, un truc qui te plaît, toi, un professionnel de la finance et de la... le PER et le Girardin, c'est vraiment les produits que j'aime beaucoup en ce moment. D'accord. Et on investe de l'autre côté tu fais des invests, toi? Alors pas encore, mais effectivement là je viens d'acheter en fait ma résidence principale à titre personnel, donc du coup pour l'instant au niveau des investissements je trouve que c'est pas mal. Oui c'est vrai. mais dès que je pourrais effectivement l'investissement immobilier ou de la SCPI par exemple, ça pourrait être pas mal effectivement. Commencer à faire de l'investissement immobilier locatif via de la SCPI, ça peut être une bonne idée. Quel vent en poupe ça, la SCPI en ce moment. C'est folie. Ça a bien résisté à la crise Covid. Ouais. Martin Cortet, Climb, merci pour tout ça, c'était très clair. Écoute, voilà, je vais pouvoir... je me lance dans le Girardin industriel, mais ce sera pour l'année prochaine en tout cas. Je suis tellement mauvais là-dessus, c'est un enfer. Mais appelle-nous, on se prend un petit rendez-vous si tu veux. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous êtes prêts à déclarer et puis prêts à payer des impôts, parce que même s'il en reste à la fin, comme on le dit souvent ici, c'est pas une mauvaise chose. Ça contribue
à payer l'école de ma fille, le collège. Et puis, c'est un site de bonne santé financière. Exactement. Et puis en parlant de santé, ça permet aussi de payer des hôpitaux, infirmières, des docteurs, des tas de gens comme ça. Donc c'est une bonne chose. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine sur La Martingale. À plus. Ciao. Merci. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.